Donc, ce que je vais faire, je vais présenter un peu... Merci à Jérémy et à Flavie, disons, pour l'organisation de cette première séquence et du groupe transversal territoire. Merci à Denis aussi d'avoir accepté d'être, disons, discutant, et puis à tous les participants d'être là. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est présenter un peu comment on aborde le concept de territoire dans les formations à TETIS. Alors, pas toutes les formations, hein. Je vais parler plutôt du module diagnostic de territoire que l'on organise dans le CILAT et le master géomatique. Ce que je vais faire, je vais présenter un peu ce module diagnostic de territoire avec les différentes séquences, et ensuite j'indiquerai un peu finalement c'est quoi les points essentiels que l'on souhaite faire partager aux étudiants à travers ces différentes séquences. Alors ce module-là, donc c'est pas la seule formation liée au territoire dans TETIS, notamment le CIRAD en organise pas mal. Donc là, c'est vraiment le module diagnostic. Donc dans les personnes qui interviennent en TETIS, on retrouve Jérémy. Il y a également Muriel qui est intervenu souvent. Il y a Philippe Lemoisson, j'en oublie sûrement. Hein. Donc on est plusieurs. Jean-Philippe était beaucoup intervenu. Xavier aussi était intervenu. Donc c'est un focus en fait sur ce qui fait un peu quand même spécificité à TETIS, à la fois le T de TETIS, le T de territoire, et puis le HAT de SILAT, qui est aménagement du territoire. Donc c'est un module sur une semaine en fait qui est découpé en deux parties. Une première partie a lieu à la rentrée, disons, du SILAT et du master géomatique en septembre. Et une deuxième partie a lieu plutôt vers la fin, donc soit en décembre, soit en février. Alors pourquoi on fait ça ? C'est pour permettre de donner, disons, une vision d'ensemble au début de ces formations qui restent quand même assez techniques. Et puis on termine aussi par ce module-là pour, disons, donner du lien aux différents modules techniques que les étudiants auront suivis tout au long de la formation. Dans cette formation, on aborde des concepts liés au territoire, donc territoire lui-même, territorialité, territorialisation, projet de territoire. On alterne des cours et des TP en groupe. On s'appuie sur un cas principal qui est le territoire de Thau, pour des raisons de proximité, parce qu'on a pas mal de collaboration avec eux depuis pas mal de temps. Il y a une sortie sur le terrain de un jour qui est incluse, disons, dans cette phase de diagnostic, durant laquelle on circule, disons, sur le territoire, on voit différentes composantes du territoire, on fait de la lecture paysagère. Et donc, ça permet, disons, d'ancrer le module dans une réalité, disons, pour les étudiants. On s'appuie aussi sur d'autres exemples, et en particulier des terrains tirés du sud, apportés par les collègues du CIRAD. La particularité aussi, c'est qu'on ne mobilise pas d'outils géomatiques dans cette formation-là. Ça reste du papier et de la réflexion. Alors, au début, on aborde un peu quand même la notion de territoire, on le présente, sachant que c'est un terme qui est très polysémique, qui peut être, disons, regardé sous l'angle de territoire biophysique ou politico-administratif, ou les questions de territoire appropriées aussi. Nous, on le traite surtout sous l'aspect territoire politico-administratif, approprié aussi, un peu biophysique. En particulier, on insiste pas mal sur les territoires de l'eau ou les territoires dans le domaine, disons, de l'environnement, comme par exemple les parcs nationaux. On l'aborde un peu sous l'angle numérique, mais peu. En tout cas, je pense que dans le prochain projet TETIS, on développera beaucoup cet aspect-là. Alors le territoire, c'est un concept qui est mobilisé dans plusieurs disciplines. Nous, on le regarde plutôt à travers, disons, les disciplines géographie, un peu de sciences politiques, pas mal d'information et communication, en particulier sous l'angle de l'information spatiale, et plutôt dans des logiques, disons, d'aménagement du territoire. Alors, ce que l'on montre aussi dans cette formation, c'est que c'est un concept très francophone, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, disons, des concepts qui sont proches dans le monde anglo-saxon. Alors, en termes de terminologie, on trouve le terme de territoire, et on trouve aussi les termes de local ou de place, sense of place. Là, j'ai juste mis pour illustration deux références bibliographiques qui ont été fortement citées, et dans lesquelles la notion de territoire est très proche, disons, de celle que l'on adopte, disons, dans ce module de formation.
Je cite aussi, par exemple, un exemple de revue, il n'y en a pas 36 000 en anglais, mais il y en a une au moins, dans lequel vraiment le territoire est abordé comme on l'aborde, disons, dans notre communauté. Alors, ensuite, comment on aborde, disons, cette formation-là? Alors, dans la partie un peu présentation du concept de territoire, il y a un moment où on insiste, disons, sur cette présentation-là, où le territoire est vu comme un système complexe. Alors là, si ça avait été PowerPoint, j'aurais mis des animations, mais là, ça va être d'un seul bloc. Donc, en gros, on présente un territoire déjà comme un système complexe, avec une partie interne et une partie externe. Dans la partie interne, disons, on le découpe en 3 plans. Le plan de physique en bas, qui est le plan un peu de la matérialité, de l'énergie, de la matière. Le plan logique, qui est plutôt le plan de la donnée, de l'information, de la communication, de la réflexion, du travail de planification aussi, pour arriver à des dispositifs d'intervention qui vont ensuite rétroagir dans le plan physique. Et le 3e plan au-dessus, c'est plutôt le plan qui donne du sens, c'est le plan qui donne une vision de l'avenir, qui développe des sentiments, disons, d'appartenance, d'identité territoriale. Ces plans-là ne sont pas indépendants entre eux, ils sont interdépendants, bien sûr, et également, ils ne sont pas, disons, statiques. Ils passent par des phases de stabilité, de dérive progressive ou de dérive, disons, brutale, des moments d'aléas majeurs, avec éventuellement derrière des métamorphoses. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur l'alignement ou au contraire le décalage, disons, entre certains, 2 ou même la totalité de ces plans. Et en parallèle, il y a toute la partie externe, disons, qui influence bien sûr le développement des territoires. Ce sont les grands paradigmes qui nous imprègnent. C'est l'économie mondialisée, c'est le développement durable, c'est la société numérique, et qui se déclinent même, disons, dans la dimension physique, à travers les effets, par exemple, les flux traversants ou englobants qui traversent les territoires. Les instruments, en particulier les instruments de politique publique, qui vont ensuite s'appliquer et être mis en œuvre, disons, dans les différents territoires. Les notions aussi de gouvernance, de participation, toutes les infrastructures numériques aussi qui se mettent en place et qui sont ensuite utilisées à des échelons locaux. Et enfin, ces paradigmes, ces porteurs de valeurs, et ces valeurs-là, bien sûr, elles imprègnent aussi les territoires locaux, et elles donnent, disons, du sens et des orientations dans les projets de territoire. Donc, quand on présente ça, ce sur quoi on souhaite insister, c'est que le territoire, finalement, c'est une construction sociale entre une société locale et le biogéographique, enfin une société plus que locale même, bien sûr. Il y a des acteurs qui agissent à distance. Un territoire, c'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui bouge en permanence, et c'est pas une île, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est un territoire est en interaction avec les territoires voisins, avec les territoires englobants. Et ces fameux grands paradigmes qui peuvent nous paraître, disons, immuables, on se rend compte qu'ils sont pas figés. Je pense que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, justement, c'est une très bonne illustration que finalement, l'économie mondialisée, le développement durable, c'est des choses qui peuvent être sacrément remises en question très rapidement. La deuxième partie, après, on fait plancher les étudiants sur un exercice de diagnostic de territoire. Alors là, ils ne repartent pas sur de la géomatique, de la manipulation de données. On les fait partir de documents de diagnostic qui existent déjà, et on leur donne, disons, des outils très simples de synthèse à la fois, disons, de synthèse textuelle, mais également de synthèse spatiale, et ils produisent, disons, en petits groupes sur différentes composantes du diagnostic, disons, des grilles de synthèse. Alors vous connaissez AFORM, on l'a largement pratiqué, mais également les corèmes, qui est un peu une forme de langage graphique utilisé par les géographes, et qui s'appuie, disons, sur un alphabet, des mécanismes spatiaux qui permettent de décrire, disons, des objets géographiques tels que les territoires. Voilà. Donc les
étudiants, pendant un jour et demi, font ce travail un peu de digestion d'un très gros document pour se faire eux-mêmes, disons, un exercice de diagnostic de territoire. Donc l'objectif, là, c'est de les faire pratiquer, disons, des outils de synthèse, y compris ceux qui intègrent une dimension spatiale avec les corèmes, et c'est de leur permettre aussi de prendre conscience de la différence qu'il peut y avoir entre un moment d'état des lieux, dans une phase de diagnostic, où là on s'appuie sur des données, des faits les plus objectifs possibles, et puis une séquence qui vient après, qui est un peu mettre en avant des enjeux et leur faire prendre conscience que finalement les enjeux, là déjà, on s'appuie plus sur des valeurs, sur des choix, sur des arbitrages par rapport à un exercice purement factuel. On travaille également beaucoup sur la notion de réseau d'acteurs territoriaux. On regarde avec eux un peu quels sont ces acteurs, la diversité de ces acteurs. On leur montre aussi des méthodologies pour produire de la cartographie de réseaux d'acteurs, c'est-à-dire de montrer comment ils sont structurés, quel type de relations ils entretiennent entre eux ou ils n'entretiennent pas, quel rôle ils jouent. Et il y a aussi tout un volet sur la participation, donc les sensibiliser à la participation, aux échelles de la participation, information, consultation, concertation, de montrer aussi comment cela peut s'organiser et quels sont, disons, les déterminants de ces processus participatifs. Alors là, ce que l'on cherche à montrer dans ces séquences-là, c'est de leur faire prendre conscience, disons, de la diversité des acteurs. Alors bien sûr, ils pensent souvent aux acteurs présents sur les territoires, mais ils oublient souvent les acteurs qui agissent à distance, notamment ceux qui produisent des politiques publiques et qui ensuite, disons, les mettent en œuvre. On les fait plancher aussi sur finalement comment caractériser ces acteurs et en particulier sur la diversité des ressources dont ils peuvent disposer. Alors quand on parle de ressources, ils pensent souvent aux ressources cognitives et ils vont penser aux ressources financières, mais ils oublient des ressources comme par exemple le temps dont disposent les gens pour participer, le foncier par exemple qui peut être très important dans de l'aménagement du territoire ou encore le capital social. Dans cette partie-là aussi, on a tout un travail, on leur montre comment en fait et pourquoi mobiliser les acteurs, disons, dans des objectifs de gouvernance locale. Et enfin, on essaie aussi de sortir d'une vision assez bisounours de la participation, en leur faisant bien prendre conscience que la participation, c'est bien sûr, ça relève aussi des élus et de l'administration d'ouvrir la participation, mais c'est pas parce qu'on ouvre la participation que les habitants d'un territoire, les acteurs d'un territoire vont se précipiter. Il y a également des devoirs quand on participe. Il faut faire des efforts pour s'informer, il faut faire des efforts pour donner son avis, pour participer à des groupes de travail, pour accepter, disons, des différences de points de vue. Voilà. Donc il y a tout ce travail aussi de discussion sur la notion de participation. Il y a ensuite toute une partie qui est sur les processus de décision territoriale, ce que l'on voit plutôt en haut avec des phases assez classiques de diagnostic, de vision, prospective, de choix parmi des scénarios, d'action, et c'est des choses bien sûr très itératives qui bouclent. Et ça permet, disons, de réfléchir à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on veut devenir, comment on va essayer d'y parvenir. On aborde aussi dans cette partie-là une notion de dispositif éphémère et pérenne, et notamment qui mobilise de la géomatique pour accompagner, disons, ces différentes phases d'un processus de décision. Alors là-dedans, ce que l'on cherche à mettre en avant, c'est que la décision, finalement, c'est pas la décision avec un grand D qui se fait par un vote par des élus à un moment donné, mais c'est un processus, disons, long, itératif, collectif, avec souvent des moments d'aléa qui sont propres au processus ou qui viennent de l'extérieur. Donc c'est vraiment une construction collective. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on insiste. La deuxième chose, c'est que dans ces processus-là,
ça reste quand même une rationalité très limitée à la fois par les biais cognitifs dont on n'a pas forcément conscience, mais également par les intérêts de certaines catégories, disons, d'acteurs. Ce que l'on met en avant aussi ici, c'est qu'il existe une géomatique certes technique, mais qui peut exister aussi une géomatique participative. Et on utilise plutôt le terme de dispositif plutôt qu'outil ou système d'information pour montrer le côté très malléable de ce qu'il faut arriver à produire pour accompagner les différents moments de la participation et pour insister aussi sur la composante humaine, en plus de la composante technologique, quand on met en place des dispositifs. Alors, il y a à la fois l'humain qui conçoit les dispositifs, ils ne sont pas neutres. Il y a des porteurs qui ont une certaine intention. Il y a ceux, bien sûr, qui vont les utiliser à la fin. Et puis, il y a également les dispositifs. Il peut y avoir une composante humaine, par exemple des médiateurs, qui vont accompagner certains moments, disons, de la décision territoriale. On insiste pas mal dans ce volet-là sur les notions de représentation spatiale. Donc il y a les représentations physiques dans toute leur diversité avec leurs différentes propriétés. Il existe aussi les représentations mentales et les savoirs locaux sur lesquels cela repose. Et donc à partir de là, on peut mettre en place une géomatique participative tout au long, disons, des processus de décision et en montrant finalement que ces représentations elles peuvent jouer aussi un certain nombre de fonctions auxquelles on n'est pas forcément habitué quand on fait de la géomatique technique. Donc ce que l'on cherche à mettre en œuvre, disons, et à mettre en évidence auprès des étudiants dans cette séquence-là, c'est de les sensibiliser à de nouvelles fonctionnalités des représentations spatiales. Par exemple, on peut s'en servir pour travailler sur la qualité des relations entre certains acteurs. On peut s'en servir aussi pour développer des exercices plutôt de créativité. On peut s'en servir à des fins aussi cognitives, d'apprentissage. On insiste beaucoup dans cette partie-là sur les savoirs locaux et sur les techniques d'enquête, disons, pour arriver à accéder à ces savoirs locaux et à leur donner une légitimité au même titre, disons, que des savoirs techniques. Et enfin, on les fait plancher aussi sur quelques petits exercices pour faire du design de dispositifs participatifs. Et je vais terminer par cet dernier aspect. Donc là, dans TETI, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus maintenant, la prospective. Et donc, il y a Camille, par exemple, qui travaille pas mal dessus, Jérémy aussi. Donc là, on fait faire aux étudiants un exercice de prospective territoriale avec une démarche assez structurée où, par rapport, disons, au diagnostic de territoire qu'ils ont fait avant, on essaie de leur faire, disons, identifier les variables clés, disons, qui conditionnent le développement de ce territoire-là, et de travailler ensuite sur des matrices d'interdépendance entre ces variables, lesquelles influent sur les autres ou lesquelles dépendent des autres. Voilà. Et à partir de là, on les fait plancher sur des scénarios exploratoires. Alors pour ça, ils reprennent les variables et ils imaginent des hypothèses, disons, de ce que pourraient devenir ces variables à l'avenir, en essayant, disons, de trouver des hypothèses quand même crédibles. Et ensuite, on leur demande d'agencer certaines de ces hypothèses pour ces différentes variables, de manière à ce que cet agencement d'hypothèses permette de développer des scénarios exploratoires assez contrastés. Et ensuite, on les fait plancher en petits groupes sur des scénarios, de contraster. Alors c'est sous la forme d'un jeu et on leur dit voilà, vous êtes une équipe qui allez monter une liste électorale et puis vous allez essayer de bâtir un projet de territoire en leur demandant chaque fois, disons, d'imaginer un projet, d'être capable de le spatialiser, mais surtout de produire derrière un narratif crédible, disons, et audible par une population locale. Alors, ce que l'on cherche à faire là-dedans, c'est de montrer finalement que le développement de territoire, c'est avant tout une question de choix politique. Là, on les fait beaucoup plancher sur le troisième plan du métamodèle, le plan identitaire, et on leur fait prendre conscience, disons, de la différence entre le projet au sens projet-vision, qui relève du plan 3, de projet-action, qui relève plutôt des plans 2, quand on imagine, disons, des plans d'intervention
et de la planification comme un SCOT par exemple, et des plans d'action après qui vont rétroagir dans le plan physique de la matérialité des territoires. Ce que l'on veut leur montrer aussi là-dedans, c'est que finalement la prospective, ça peut être, imaginer un futur d'un territoire, ça peut se baser sur des exercices de prospective très structurés, très factuels, voilà. Mais il y a aussi tout ce challenge, disons, de passer d'un exercice comme ça à un récit qui devient, disons, audible et crédible par une population locale quand on veut ensuite bâtir un projet politique de développement territorial. Voilà un peu la manière dont on aborde la notion de territoire dans 2 modules de formation que l'on organise à TETIS, le module SILAT et le module aussi, pour le master SILAT et pour le master aussi géomatique. Merci beaucoup, Pierre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose si vous avez des questions, de les garder ou de les mentionner sur le chat. Avec Flavie, nous ferons un recoupement de ces questions-là et on va donner tout de suite donc la parole à Denis pour son intervention. Encore merci Pierre pour cette présentation. Merci de m'avoir donné ce rôle un peu délicat de discuter une présentation qui renvoie à des travaux très nombreux, à des dispositifs de formation qui sont maintenant bien rodés. Donc c'est un peu difficile. Alors je vais réagir selon 2 postures en fait. La première, effectivement, je ne sais pas comment l'écran. De toute façon, j'ai pas d'écran à partager, donc il n'y a pas de problème. La première posture, c'est ma posture de chercheur, sauf que n'étant pas géographe, disons, j'ai un rapport un peu distancié au territoire. Même si, en côtoyant beaucoup de géographes depuis pas mal d'années, notamment dans mon UMR, je me suis pas mal frotté à la question quand même. Et en particulier, on a travaillé avec certains collègues sur la notion de territoire multisitué, donc je pourrais y revenir si c'est nécessaire. La deuxième posture dans laquelle je vais m'exprimer pour cette intervention, c'est une posture plus complètement citoyenne et militante. Il se trouve que par hasard, en fait, j'habite Sète, donc là où a travaillé Pierre Morel. Et par hasard aussi, pas tout à fait par hasard, je participe au mouvement des villes en transition, dans lequel on fait tout un travail de différentes natures, mais en particulier, on a coordonné un travail de prospective citoyenne, donc sur le territoire justement du Bas-Sainteau. Donc ça, j'essaierai de tirer quelques enseignements de cette expérience pour discuter ce que vient de présenter Pierre. Alors, il y a 5 points, grosso modo. Premier point, donc je suis tout à fait d'accord avec Pierre quand il dit que la décision, vous arrivez à montrer que c'est plutôt un processus long, itératif. C'est vrai qu'il y a un peu le piège, je trouve, dans la logique du diagnostic, le piège de concevoir un peu la décision comme étant une décision tranchante où on apporte des informations aux décideurs qui vont prendre des décisions. Donc, tu as bien expliqué, Pierre, que c'était assez différent de la réalité. Il n'empêche que ce modèle de la décision tranchante reste très, très prégnant, en fait, dans beaucoup d'esprits, y compris, moi, je trouve, dans nos propres institutions de recherche. Je pense que beaucoup de nos dirigeants ou responsables continuent à penser qu'eux, ils sont là pour apporter des connaissances aux décideurs dans une vision très schématique, où la connaissance nourrit la décision. Donc je crois que cette vision est complètement ringarde et n'a plus aucun intérêt. Et c'est important de ce point de vue-là, dans nos travaux respectifs, quand on travaille sur l'alimentation de la décision, utiliser tous les travaux qui ont essayé de déconstruire les logiques d'influence sur la décision, et notamment le travail des représentations, la co-construction des représentations. Donc là, je ne vais pas développer, mais il y aurait beaucoup de choses à partager. Le deuxième point, c'est vrai que le territoire est l'apanage de la géographie, ça je l'ai bien compris depuis longtemps, mais je crois qu'en fait, il faut voir que sur le plan du raisonnement cognitif, on a beaucoup de disciplines à raisonner de la même façon, c'est-à-dire finalement raisonner en isolant un élément du monde et en considérant qu'il y a un dedans et un dehors. Donc c'est un schéma cognitif très, très basique finalement. Ouais, tout à fait. Muriel a raison de souligner Sabatier, c'est exactement ce que je pensais.
entre autres, dans les théories de l'influence de la décision. Donc, comment dire, en sociologie, il y a beaucoup de théories qui utilisent les notions d'espace, d'arène, de champ, qui sont pour moi des usages de la notion de territoire à des abstractions, on va dire. C'est-à-dire la notion de territoire au sens 1, c'est-à-dire le territoire étant un espace délimité, donc il y a un dedans et un dehors. Donc ce que je voulais dire, c'est que finalement, contrairement aux apparences, mais sous d'autres formes peut-être, là, on a une pensée qui utilise la notion de territoire parfois sans s'en rendre compte, ce qui peut d'ailleurs nous piéger, nous enfermer dans nos réflexions et nous faire tourner en rond parfois, parce que j'ai le sentiment que justement il y a le risque d'un usage trop descriptif du territoire, c'est-à-dire avec l'idée qu'en décrivant bien toute la complexité du territoire va s'illuminer, disons, la réalité et qu'on pourra agir sur elle. Ce qui me fait dire aussi qu'on a besoin de théories ou de cadres d'analyse pour voir dans quelle mesure la notion de territoire est enchâssée dans un cadre d'analyse qui nous permet de poser des hypothèses sur des processus qu'on veut analyser, etc. Voilà, donc ça c'est plus une réflexion un peu générale. On pourrait développer et illustrer si nécessaire. Juste en complément aussi, là, sur la diapo 4 là, de Pierre, je pense que sur les usages anglo-saxons de territorialisme local, moi je pense que j'étais étonné que tu n'aies pas cité space et landscape, par exemple, parce que je pense qu'il y a quand même énormément de littérature sur la notion. Alors je sais qu'en géographie, il y a des débats sans fin sur territoire et espace, mais bon, quand même, il y a beaucoup de géographes qui disent space of globalization. Enfin, il y a toute une littérature énorme quand même sur l'approche spatiale des processus qu'on ne peut pas déconnecter de l'approche territoriale, me semble-t-il, même si je sais que ce sont des choses différentes. Alors en fait, je parlais tout à l'heure de cadre d'analyse ou de théorie pour lier le territoire à une réflexion, à des hypothèses plus générales. Moi, je voulais évoquer rapidement les travaux récents de Bruno Latour, que je trouve assez intéressants. Peut-être certains connaissent probablement, dans la diapo qu'on va mettre en ligne, peut-être, je fais référence à une conférence que Latour a eue à Montpellier, d'ailleurs peut-être certains l'ont entendu, et autour de son dernier bouquin qui s'appelle « Où atterrir ». Ce qu'il dit, c'est que pendant plusieurs décennies, on a eu affaire à un espèce de face-à-face entre le pôle attracteur numéro 1 et le pôle attracteur numéro 2. C'est-à-dire le pôle attracteur numéro 1 était en gros les États-nations, les territoires, justement au sens numéro 1, les territoires avec un dedans et un dehors. Et le processus de mondialisation qui était présenté par nos élites, et encore aujourd'hui d'ailleurs, comme étant la seule issue envisageable pour la modernisation, pour le développement, etc. Donc une tension en gros binaire entre un localisme, on va dire, et puis un mondialisme, pour faire court. Et ce que dit Latour dans son bouquin, mais qui a été aussi dit par d'autres personnes avant et dans d'autres lieux, c'est qu'on voit apparaître alors il l'a appelé 4, mais ça serait un troisième pôle finalement, avec le fait que certaines élites, donc là il prend l'image emblématique de Trump, se déconnectent en fait de l'idée d'un destin commun, c'est-à-dire qu'ils ouvrent une troisième voie qui est de fuir dans l'irréalité ou de fuir dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire de s'échapper finalement, de s'extraire de l'idée même d'un destin commun. Bon, on commence tout naturellement par ne pas payer d'impôts, ça c'est le plus pragmatique, mais après ça va plus loin, on nie le changement climatique. Donc en fait, il y a, ce qu'il explique dans son bouquin, c'est qu'il y a une accumulation de faits qui tend à étayer l'hypothèse qu'il y a une troisième voie. Il y a une troisième voie qui est en train de se matérialiser, qui est en fait qu'une partie de nos élites ne se sentent plus solidaires de l'humanité, en fait, et disent, écoutez, non. Donc il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là, je ne vais pas développer. Du coup, Latour, il a introduit, lui, un quatrième pôle, qu'il a appelé numéro 3 d'ailleurs, dans son schéma, mais peu importe, qui dit, voilà, il faut qu'on retrouve un territoire, mais non pas un territoire dans le sens, justement, du territoire local, qui serait le local contre le mondial. Donc lui, il parle de la dimension terrestre, c'est-à-dire qui est ni local ni global, mais qui est lié à des attachements, à des ancrages, de multiples niveaux,
dans l'optique d'une pensée écologique dont il fait partie. Alors bon, c'est un peu abstrait peut-être dit comme ça, mais je voulais utiliser ce petit schéma pour introduire le dernier point de ma présentation sur la partie plus citoyenne militante. En fait, on a un peu testé ce schéma localement à Sète, on est en train de le tester, mais on a surtout expérimenté un petit travail de prospective citoyenne dont l'objectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prospective citoyenne ? Ça veut dire que c'est des citoyens qui ont décidé de faire la prospective, c'est-à-dire dans 99,99% des cas, la prospective, c'est une décision d'une autorité publique ou privée, surplombante, qui décide de faire une prospective pour avoir une vision, de sa stratégie. Donc ça, c'est la vision dominante de la prospective. Nous, on a essayé de lancer un outil prospective en faisant l'hypothèse que ça pouvait être un processus d'empowerment, de renforcement du pouvoir local des citoyens, des gens qui participent, disons. Pourquoi ? Parce que très vite, on s'aperçoit que quand on discute avec différentes personnes localement, personne ne s'autorise à avoir une pensée sur le territoire, un peu comme si c'était réservé soit aux élus, soit aux experts. Alors qu'en fait, très très vite, quand on partage quelques outils assez simples pour discuter de ça, très très vite, on voit que les gens jouent le jeu, y compris des lycéens ou des gens qui n'ont pas forcément une formation académique ou quoi que ce soit. Ils se prennent au jeu d'avoir une réflexion propre sur les différentes variables du territoire. Ça nous a permis de voir aussi qu'il y a une très forte centralisation du pouvoir dans nos territoires. Ça, c'est pas un scoop, vous allez me dire. Alors, c'est un groupe. Alors, on avait un groupe d'animation de cette prospective. On était 6 ou 7 personnes à peu près. Et on a animé des réunions auprès de divers publics, des jeunes lycéens, des gens... Enfin bref, je ne rentrerai pas trop dans le détail, à moins que vous ayez des questions. On a arrêté parce que c'est un processus qui demandait trop de temps. Moi, j'avais plus de temps pour y consacrer, donc on a fait un stop dans cette expérience. Mais ça nous a permis quand même de constater, justement, les premiers avec qui on a travaillé, c'est le syndicat mixte du Bassanto, que Pierre connaît bien, parce qu'il a bossé avec eux. Qui sont des gens tout à fait intéressants, qui connaissent très bien le territoire, qui ont un souci tout à fait sincère d'améliorer le territoire, etc. Mais on s'est aperçu très vite que ces experts du territoire sont complètement asservis, en fait, aux élus locaux qui sont dans une logique, eux, de pouvoir de court terme. Donc là aussi, je ne vous apprends rien. Et on a assisté de manière assez pitoyable à l'exercice de construction du projet territorial du Bassanto, avec un conseil de développement qui est une espèce de conseil économique et social local. Il y a une centaine de personnes qui sont choisies, en fait, qui sont picorées par les élus. Donc ça reflète bien aussi les logiques de gestion féodale des territoires. C'est-à-dire qu'on va choisir individuellement, on va adouber les membres d'un conseil de développement et on lui demande après de donner son avis dans une participation que moi j'appelle moléculaire, fragmentaire. C'est-à-dire que les gens ont le droit de donner leur avis sur leur expérience propre, mais surtout pas sur la façon globale dont ils pensent le territoire. Voilà, donc là je caricature volontairement, c'est pour la discussion, vous aurez compris. Qu'est-ce que je voulais dire ? Déjà, il y a 11 minutes, c'est peut-être le moment de me taire. Donc je voulais juste témoigner à travers cet exercice sur le fait que je suis tout à fait d'accord avec Pierre sur le fait que, les supports visuels qui représentent le territoire sous différents angles, d'ailleurs, peu importe, ont un pouvoir de décalage, un pouvoir de prise de conscience chez des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, si tant est qu'on accompagne ce processus. Donc en ce sens, je pense qu'effectivement, des exercices de carte mentale, tout ce que tu as présenté dans la diapo, je crois que c'est la 14, il me semble, un truc comme ça, sont tout à fait intéressants. La difficulté que nous, on a vite repéré, c'est que ça demande beaucoup d'énergie dans le temps. Donc forcément, c'est difficile de mobiliser ça dans des mouvements citoyens qui, eux, sont composés par des gens qui font d'autres choses dans la vie, qui font pas que ça. Et donc, en gros, la professionnalisation de la réflexion sur le territoire produit une exclusion très forte, en fait. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur comment amener des éléments de réflexion peut-être sur les territoires à des différents groupes d'acteurs sans les faire rentrer dans la contrainte de participer de manière lourde à beaucoup de réunions, ce qui est souvent pas possible du tout, quoi. Voilà.
Nous, on a expérimenté une formule de réunion de 2 heures. C'est-à-dire qu'on a des petites cartes et avec 2 heures avec n'importe quel groupe, on les amène à réfléchir sur le territoire. Alors évidemment, c'est très frustrant, c'est très schématique, mais c'est des petits éléments de déclenchement d'une idée. Enfin, les gens se disent ah bah oui, on peut s'autoriser à penser le territoire. Et ça, on trouvait nous que c'était intéressant de déclencher ça. Après, qu'est-ce qui se passera, on ne sait pas très bien. Voilà. Écoutez, c'est un peu en vrac. J'aurais voulu développer aussi des éléments sur les territoires multisitués, mais bon, c'est peut-être pas la peine, parce que tout ça, c'est un peu des abstractions. Voilà, je vais participer comme vous à la discussion. Donc, même si je suis pas un géographe, j'aime beaucoup les questions de territoire. Elles me titillent pas mal et j'aime titiller mes collègues géographes. C'est peut-être pour ça que Jérémy m'a invité.